Pétition intitulée « Nous sommes les indigènes de la République d'un côté ». Incident lors de manifestations lycéennes de l'autre. Y a-t-il un racisme anti-blanc est le thème brûlant de ce nouveau numéro de Culture et Dépendance. Franz-Olivier Gisbert reçoit un philosophe capable des réactions les plus vives en la personne d'Alain Finkielkraut, mais aussi le percutant journaliste Aziz Zemouri, le médiatique trop pour certains Tariq Ramadan, ainsi que l'écrivain souvent en colère Calix Beyala. Sont également présents sur le plateau de Fogg Paul-François Paoli pour un livre au titre évocateur « Je suis corse et je n'en suis plus fier ». Didier Perrat qui trouve que notre époque manque de civilité et Olivier Lecourt Grand Maison pour tout savoir sur le colonialisme, le racisme, les racismes. Y a-t-il un racisme anti-blanc? C'est Culture Indépendance, c'est sur France 3 et c'est maintenant. Bonsoir. Y a-t-il un racisme anti-blanc? Faut-il se méfier de l'antiracisme? La France reste-t-elle une puissance coloniale? Eh bien, c'est à ces questions et quelques autres que nous allons essayer de répondre ce soir à Culture et Dépendance. D'abord, un événement. Il y a quelques semaines, Le Monde mettait le feu aux poudres en parlant d'un racisme anti-blanc à propos de manifestations lycéennes. Et quelques temps plus tard, Alain Finkielkraut signait une pétition contre les ratonnades anti-blancs. Alors, Alain Finkielkraut, philosophe, auteur de Au nom de l'autre, réflexion sur l'antisémitisme qui vient, qui est sorti il y a quelques temps, et puis aussi Les battements du monde, un bon livre, des dialogues avec Peter Sloterdijk, le philosophe allemand, aux éditions Pauvert. Alors, d'où est venue cette colère, cette nouvelle colère de Finkielkraut? Comment c'est arrivé? Ce n'était pas ma colère, c'est un texte que je n'ai pas écrit, mais signé avec d'autres. Non, c'est un texte qui essaye de regarder la réalité en face, non pas qu'il faudrait se méfier de l'antiracisme, mais parce qu'il me semble que l'antiracisme aujourd'hui est tout entier à construire. On ne peut plus vivre sur ce mythe gratifiant, confortable, selon laquelle toutes les pistes du racisme menaient à une seule figure, la figure du franchouillard en Marcel, du Dupont-Lajoie. Dupont-Lajoie misogyne, raciste, antisémite, homophobe. Le racisme a explosé. Les faits, ça se passe le 8 mars, il y a une manifestation lycéenne, et il y a des jeunes donc, qui attaquent un certain nombre de lycéens, hein, c'est bien comme ça, qui les lynchent ou qui les bolossent, comme on dit aujourd'hui. Hein. Et ces jeunes, ce sont des blacks. Oui, ces jeunes, ce sont des blacks, comme vous dites, et l'un des témoins interrogés par... pas black, noir, l'un des témoins interrogés par... les journalistes du Monde, qui est un syndicaliste de Sud Éducation, reconnaît que ce sont effectivement des Noirs qui s'attaquent à des Blancs. Et ce phénomène n'est pas isolé. Raisonnons un tout petit peu à niveau mondial. Martin Luther King était un antiraciste noir. Louis Farrakhan est un raciste noir. Et tout le monde voit la différence. Pourquoi la France serait-elle épargnée? Pourquoi l'Occident aurait-il l'exclusivité du racisme? Autrefois, il avait l'exclusivité de la vertu, maintenant on voudrait qu'il ait l'exclusivité du vice. Non, il y a du racisme. Vous vous indignez de ce racisme anti-blanc, et puis dans le même temps, vous dites qu'il faut se méfier de l'antiracisme. Est-ce que ça n'est pas contradictoire? Non, je dis qu'il faut le construire, c'est-à-dire il faut le construire à partir... Et c'est tout à fait le sens de ce texte. Ce texte donne 3 prénoms, il aurait dû d'ailleurs éventuellement en donner un 4e. Il faut que les victimes du racisme soit solidaire, quand bien même l'ennemi serait multiple. Et surtout, j'ai tiré une leçon du 21 avril, il ne faut pas faire à Le Pen le cadeau du réel. Il ne faut pas laisser les racistes blancs dénoncer seuls le racisme anti-blanc, c'est une catastrophe. La réalité existe. Calixte Beyala, qui publie un roman, La Plantation, aux éditions Albin Michel.
Calixte. Je suis d'accord avec vous, M. Finkielkraut. Le racisme n'est pas une question de couleur. Il y a des noirs racistes, il y a des blancs racistes, il y a des jaunes racistes, il y a des juifs racistes. Enfin, je vais dire que c'est la chose la mieux partagée entre les peuples. Mais ceci étant votre appel, je ne suis pas d'accord du tout avec vous là-dessus. Car ce qui s'est passé, ce n'était pas un racisme anti-blanc à ce moment-là. C'était des jeunes démunis qui se sont vengés économiquement, qui ont agressé la puissance économique forte. C'était pas des jeunes organisés en racistes qui disaient, bon, nous allons casser la gueule aux blancs. C'était des lycéens, la puissance économique forte quand même. Non, non, ces lycéens noirs ou beurre ou peu importe des banlieues, sont des enfants pauvres. Ils sont partis agresser le plus riche. Ces agressions de riches se passent également entre les noirs en Afrique. Et je ne pense pas qu'il faille... Que croyez-vous qu'était l'antisémitisme à l'origine, sinon précisément une agression contre je ne nie pas qu'il y ait du racisme chez les Noirs également. Je le dénonce également, monsieur. C'est parce que je dis. Je le dénonce également. Mais quand vous vous focalisez sur des petits groupes d'enfants, je pense que c'est dangereux. Vous cristallisez les identités et que c'est extrêmement dangereux. Ce n'est jamais dangereux, regardez la réalité en face. Paul-François Paoli publie « Je suis corse et je n'en suis plus fier ». C'est aux éditions Max Milo. Là, apparemment, vous étiez un petit peu agacé par ce que disait Calixte Beyala. Et même, ce seraient des jeunes issus des quartiers difficiles, c'est justifiable leur Non, action? justement, c'est condamnable. Alain Finkielkraut. Je dis que l'antiracisme est tout entier à construire. Je ne m'en suis pas pris aux Antillais en tant que tel. J'ai constaté que les Antilles avaient fait un succès, un accueil triomphal à Dieudonné, dont le spectacle pourtant purement antisémite et hexagonal, a été joué à guichet fermé 2 fois. Je me suis étonné de cet accueil, c'est tout ce que j'ai voulu faire. Et j'ai dit simplement, l'assistanat, c'est une réalité dénoncée très violemment aux Antilles même. Moi, je ne la dénonce pas. Je dis que parler d'esclavagisme aujourd'hui aux Antilles ou de continuation de l'esclavagisme, c'est un mensonge, et c'est un mensonge encore plus grave que de vouloir impliquer, comme le fait Dieudonné, d'où son succès, les Juifs dans cet esclavagisme. Et là encore, ça nous ramène à qui? À Farrakhan. C'est cette idéologie-là qui est née aux États-Unis, qui se répand aujourd'hui et qu'il faut absolument combattre. Il se développe aujourd'hui, et on l'a vu notamment à Durban, un racisme de ce type, un antisémitisme aussi de ce type planétaire. L'antiracisme mérite mieux. C'est tout ce que j'ai voulu dire. Et le vrai scandale, c'est le succès de Dieudonné aux Antilles. Ça, c'est un scandale. Elisabeth Lévy. Oui, Alain Finkielkraut, vous dénoncez depuis longtemps le sociologisme, ou ce qu'on a appelé aussi la politique de l'excuse, c'est-à-dire qui voit la raison des violences dans la pauvreté, la ségrégation, etc. Et cette dénonciation est sans doute légitime, mais est-ce que vous-même, à l'inverse, vous n'avez pas tendance à ne pas voir cette partie de la réalité suffisamment et à sous-estimer le poids de ces discriminations, des ghettos, des problèmes sociaux? Est-ce que vous ne le minorez pas? Je ne veux rien minorer de la xénophobie qui peut exister en France et de la difficulté faite en France aux immigrés, aux enfants d'immigrés, noirs ou arabes. Il est beaucoup plus difficile d'être immigré en France que d'être français, et sans doute même d'être juif en dépit de la montée de l'antisémitisme. Il y a des difficultés à l'embauche, il y a des difficultés au logement, etc., qui sont absolument réelles. Pour autant, on ne doit pas, si vous voulez, partager les choses, la responsabilité pour les racistes blancs, parce que ceux-là, évidemment, ils n'ont jamais d'excuses et ils ne doivent pas avoir d'excuses, quand bien même ils viendraient de milieux pauvres, auraient eu une enfance atroce, et le principe de causalité, parce que ce principe de causalité, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il y a une injustice économique, donc c'est encore la faute de l'Occident, et on revient à cette thèse, qui est la thèse centrale du progressisme, selon laquelle le crime, si vous voulez, le crime originel est toujours occidental. Donc l'Occident raciste, ça va, l'Occident esclavagiste, ça va, l'esclavagisme venu d'ailleurs, le racisme venu d'ailleurs, ce n'est jamais vrai. La responsabilité et la causalité doivent être appliquées à tout le monde. Aude Lancelin. Non mais écoutez, Alain Finkielkraut, vous ne pouvez tout de même pas nier qu'au fil des années, vous avez adopté une grille de lecture de la société française quasiment exclusivement ethnique. Moi, je ne vois pas ce qui vous choque dans le fait d'évoquer la haine sociale, qui est certainement une des composantes essentielles pour expliquer ces manifestations du 8 mars. Moi, je pense que si vous voulez renvoyer toute évocation de la misère sociale, du chômage de masse, des discriminations,
raciales qui sont réellement existantes dans ce pays, envoyer tout ça à une simple culture gauchiste de l'excuse, je trouve ça assez sidérant. Eh bien, écoutez, je suis étonné d'être accusé ainsi d'adopter une lecture ethnique. Ça fait 3 ans que j'essaye de dire qu'il existe un antisémitisme non lepéniste. C'est admis aujourd'hui. Dans les premiers temps, ça a été contesté, occulté, exactement pour les mêmes raisons qui font qu'aujourd'hui, on ne veut pas entendre ce que nous avons à dire. On ne peut pas choisir, si vous voulez, à un moment donné, l'explication sociale pour noyer le poisson. Certes, la misère sociale existe, mais quand on attaque, l'injure sale français existe aussi, et quand on attaque des types, parce que précisément, ils sont blancs et blonds, ça va au-delà de la dépouille, ça va au-delà de la misère sociale. Ou alors, appliquer la misère sociale aussi aux autres. Dites que tout est social et noyez tous les poissons. Vous n'avez pas le droit d'en noyer qu'un seul. Et je suis vraiment surpris qu'on me parle de lecture ethnique. Mais enfin, il y a des vérités qu'on n'a pas le droit de dire. C'est ce qu'on appelle exactement le politiquement correct. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut 2 minutes sortir d'un discours et d'une discussion relativement abstraite pour illustrer le point de vue de Fickencrow avec lequel je suis à 90% d'accord? Je voudrais juste dire quelque chose, une anecdote qui m'est arrivée lorsque j'étais dans la formation professionnelle, il y a une quinzaine d'années. C'était à une époque où j'étais totalement inconscient de toutes ces questions de communautarisme, etc. J'étais prof dans la formation professionnelle et j'avais un public de jeunes Africains et de jeunes Beurs. Un jour... Français. Ils sont français. Hein. Africains et Beurs, oui. Oui, parce qu'il faudrait rappeler à M. Fickencrow, il a je vais dire Corse tout à l'heure, vous inquiétez pas. Je vais dire Corse tout à l'heure, ça veut dire français aussi. Ah, ne vous inquiétez pas. Donc, bravo. Oui, bravo. Ben oui. Donc, je pense qu'on ne peut pas parler honnêtement du racisme si on ne sait pas de quoi on parle et si on n'a jamais vécu quelque chose qui se rapproche du racisme. Le jour où j'ai donné une mauvaise note à une élève maghrébine marocaine, d'origine marocaine, excusez-moi, qui m'a traité de sale français et de sale juif, eh bien, je pense que ce genre d'expérience est très intéressante. Parce que vous comprenez qu'à ce moment-là, les discours conceptuels, les discours abstraits des intellectuels, ça ne prend pas en compte du tout la réalité. Et ce jour-là, j'étais prof dans la formation professionnelle, cette fille qui m'a traité de ces 2 noms d'oiseaux, ce qu'elle considérait comme 2 noms d'oiseaux, ça m'a quand même fait réfléchir, parce que votre discours social ne prend pas en compte cette réalité-là. Donc par contre, là où je suis un petit peu en désaccord avec Alain Fickencrow, c'est qu'il ne faut pas trop théoriser sur le racisme. Je pense qu'il y a un problème. Toutes les hostilités, tous les ressentiments aujourd'hui prennent la forme de ce racisme. Ils s'expriment à travers un discours qui peut être ethnique ou racial, mais le racisme n'est pas forcément à la base de ce discours. C'est-à-dire que cette jeune fille qui m'a traité de sale français et sale juif, elle ne se sentait pas... ce qui définit le racisme, c'est un principe de supériorité, c'est un principe de suprématie. Et j'aurais tendance à penser un peu différemment de Fickencrow sur ce sujet. Je crois que ces jeunes qui agressent en utilisant des mots prohibés, des notions prohibées de type raciste, c'est qu'en fait, ils sont dans une situation d'infériorité et ils sont dans une situation de complexe d'infériorité. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Je suis d'accord là-dessus avec vous. Ou je vais répondre à M. Fickencrow qui parle tout le temps de M. Farrakhan. Je vais vous dire une chose, le farrakhanisme ne s'installera jamais en France. Je suis bien placé pour le savoir. Donc, vous expliquer qui est Louis Farrakhan, c'est un Américain islamiste et antisémite. Oui, et ici en France... Pourquoi vous êtes bien placé pour le savoir? Mais parce que je vois ce qui est en train de se passer. La communauté noire de France, si on peut appeler ça communauté, n'accepte pas ces idées-là. Ne va pas en masse s'islamiser pour pouvoir suivre une certaine façon d'être, une certaine façon de faire, parce que l'histoire n'est pas la même. L'histoire des Noirs en France n'est pas du tout la même histoire que l'histoire des Noirs aux États-Unis. Et nous veillons aussi à ce que cela ne prenne pas d'ampleur. Mais qui est ce nous? Qui est ce nous, Madame Belaya? Les intellectuels noirs dans l'ensemble. Attendez, Madame Belaya, pourquoi parlez-vous toujours nous? Vous représentez qui? Je ne représente que moi-même peut-être. Vous ne représentez pas une communauté, vous n'avez pas la légitimité de vous dire nous les Noirs. Non, je peux dire quand Dieudonné dit le peuple noir, il commence déjà à parler au nom du peuple noir. Si un homme politique ou si un intellectuel en France disait le peuple blanc, si un homme politique ou un intellectuel disait le peuple blanc, on le stigmatiserait tout de suite et on le traiterait de raciste. Les médias ont pendant des années servi la soupe de Dieudonné. Ils lui ont servi la soupe à Dieudonné. Je suis désolé, nous ne sommes pas des farrakhanistes et nous ne le serons pas. Et je suis la première à avoir dénoncé l'attitude de Dieudonné et vous ne pouvez pas le nier, monsieur. Alors, un certain nombre de personnalités ont signé un appel, l'appel des indigènes de la République, et organise d'ailleurs une manifestation, une marche le 8 mai. Et parmi ces intellectuels, il y en a 2 ici,
Olivier Lecourt-Grandmaison qui publie Coloniser, exterminer sur l'État colonial. C'est un universitaire, c'est un travail historique, c'est aux éditions Fayard. Et puis Tarek Ramadan, donc, qui parle beaucoup dans les livres d'Aziz Zemouri, Faut-il faire taire Tarek Ramadan aux éditions de l'Archipel, et puis qui a publié récemment Ce que je crois aux éditions Favre, Islam, le face-à-face des civilisations aux éditions Tawhid, et puis il y a aussi de l'islam qu'on peut trouver aussi aux éditions Tawhid. Alors, Tarek Ramadan, cet appel, vous n'avez pas l'impression quand même que vous mettez un peu de l'huile sur le feu? Non, moi vous l'homme qui, dit une certaine presse, veut islamiser la France? Non, je crois qu'il faut... D'abord, moi, il y a eu un texte que j'ai lu et dont j'ai trouvé un certain nombre de propositions fondamentales intéressantes, et donc je l'ai signé. Je n'ai pas écrit le texte, je n'en suis pas ni le père, ni le penseur. Il y a des mots terribles pour la France. Dans ce texte, je prends par exemple, elles disent que nous restons ici, nous la France, un État colonial, que l'idéologie coloniale perdure. Alors il y a même que la défaite de Dien Bien Phu fut en réalité une victoire de la liberté et de la fraternité. Ça appelle à quelque chose de choquant quand même pour beaucoup de Français, vous le savez bien. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est dénoncé ici, c'est des traitements qui perdurent au-delà de la décolonisation dans la façon dont la République traite ses citoyens. Et là, c'est un nous citoyen, c'est pas un nous qui est lié à des communautés spécifiques. J'aimerais dire une chose, M. Finkielkraut, par rapport à ce que je viens d'entendre, parce que pour moi, je suis de ceux qui pensent effectivement que votre propos, depuis les 5 dernières années, ou les 10 dernières années, devient extrêmement dangereux parce qu'il ethnicise la question sociale. Alors, permettez-moi simplement d'être très clair sur cette question-là. Je pense que sur le débat vis-à-vis du racisme, il faut d'abord poser des principes fondamentaux. D'abord, l'idée que tous les racismes sont à condamner et inacceptables sans distinction. Là-dessus, que ce soit tous, c'est-à-dire de l'antisémitisme au racisme anti-noir et même aux expressions qui pourraient effectivement, à des moments donnés, s'exprimer contre les Blancs ou contre les Français. Ça peut exister. Par contre, ce qui, à partir de cette position de principe, pose problème, c'est la grille de lecture que vous posez sur le problème. Et là, nous ne sommes plus du tout d'accord. Alors j'aimerais prendre un exemple. Vous comparez ce qui se passe à la suite d'une manifestation lycéenne, où effectivement, quelque chose qui est dans l'excès, qui est le positionnement d'un certain nombre de jeunes. Alors, moi je suis d'accord avec vous, on ne peut pas tout réduire à la question sociale, mais tout réduire à la question ethnique est aussi dangereux. Je pense que vous avez autant de racisme qui s'exprime sur la question de la couleur ou de l'appartenance qu'un racisme qui peut naître de la question sociale. Et je crois qu'on ne doit pas simplifier ces réalités-là. Vous péchez par simplification, par caricature, et ça nous amène à quoi? Ces jeunes qui ont, à la suite d'une manifestation, s'en sont pris à des Blancs, sont et participent de la même logique que Farrakhan. Farrakhan, c'est une idéologie raciste, considérée par pratiquement 99% des musulmans comme étant sortis totalement de l'islam, comme étant une position tout à fait minoritaire. C'est une idéologie de la race noire supérieure, et vous allez plaquer ceci sur des jeunes qui dérapent dans une manifestation. Ça n'est pas acceptable. Je vous simplifiez, vous caricaturez, et pour ceci, monsieur Finkielkraut, pour l'avenir, vous ne nous permettez pas de reconstruire ensemble la lutte contre le racisme. Vous avez décidé des appartenances avant que nous nous souhaitions d'accord sur des principes. Réponse d'Alain Finkielkraut. Je n'ai rien décidé du tout. J'ai cité l'exemple de Farrakhan pour dire que ce racisme existe et qu'il a même une présence très forte à niveau mondial. Mais je rappelle qu'en effet, Le Monde a publié, et on sortait de 15 années de plomb, un texte disant un peu le vrai de cette manifestation, et que ce texte a été suivi d'un très intéressant article du Médiateur, qui osait simplement ceci, écrire racisme au pluriel. Et il citait en effet, parmi les lettres de lecteurs, celle-ci: j'ai passé 3 années de 1983 à 1986 au lycée Georges Braque d'Argenteuil. Si on ne les connaissait pas d'avance, on apprenait très vite et à grand renfort de coups, en arrivant dans cet établissement, un certain nombre de règles de survie: ne jamais adresser la parole à un non blanc, ne jamais regarder une fille non blanche, et si une bande de Zoulous entre guillemets s'approchait, changer immédiatement de trottoir, tout manquement
coûtait un tabassage. Et Robert Solé dit « Le monde n'a pas attendu les manifestations lycéennes de mars pour commencer à aborder des réalités dérangeantes, mais il l'a fait jusqu'ici de manière timide et incomplète. L'investigation dans ce domaine a été insuffisante et c'est un euphémisme. » Encore une fois, comme sur la question de la sécurité, comme sur la question de l'antisémitisme, on a voulu occulter la réalité. On ne doit plus faire à l'extrême droite le cadeau du réel si on veut construire une solidarité active, ce qui est l'objet même de cet appel et rien d'autre. Monsieur Finkel.